Everyone. Good morning, good afternoon, or good evening, Bonjour depending à on toutes et à where tous, you're bonjour ou bonsoir en joining us fonction de là virtually d'où vous today. vous I'd like to connectez. welcome you to today's webinar that is Bienvenue dans le organized by webinaire the d'aujourd'hui Coalition for Women's organisé Technical par Well-Being. le groupe de travail technique sur la promotion de l'hygiène. Notre thématique aujourd'hui, c'est l'hygiène, les marchés, l'engagement du secteur privé. Je m'appelle Nicole Weber, je suis le directeur technique de ProWash et Scale et je suis ravi de co-convoquer à cette réunion avec mes collègues qui travaillent dans le renforcement des capacités et la gestion des connaissances. Bienvenue dans le webinaire d'aujourd'hui. Je tiens à noter que l'interprétation est disponible pendant la réunion d'aujourd'hui vers le français. Donc, si vous voulez suivre la réunion en français, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation dans la barre à outils et puis sélectionner votre langue d'écoute préférée, soit l'anglais, soit le français. Si vous n'êtes pas en train d'intervenir, je vais vous demander d'éteindre le micro et on va attendre 1 ou 2 minutes pour nous assurer que tout le monde puisse se connecter. Diapo, s'il vous plaît. Comme j'ai dit, ce webinaire est co-organisé par le groupe technique sur la promotion de l'hygiène et nous avons beaucoup de présentateurs différents, venus chacun de son contexte et ses expériences différentes. Nous allons commencer avec une présentation par Johannes, coordinateur du réseau allemand de WASH et aussi responsable du groupe de travail sur les espèces et les marchés. Ensuite, nous allons passer au mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous allons entendre d'Alexandre qui va nous parler des ressources mondiales rendues disponibles par le réseau. Et nous allons aussi nous plonger dans un cas d'étude du Népal avec Amar, directeur adjoint de la Croix-Rouge au Népal. Ensuite, nous allons entendre de Daigo Ishiyama, responsable de l'innovation avec Sato, donc c'est un point de vue du secteur privé. Et ensuite, on va aller au Nigeria où nous allons entendre du Timothy, un chef d'équipe de promotion de l'hygiène et de mobilisation communautaire et aussi responsable du groupe de technique d'hygiène au Nigeria. Enfin, nous allons conclure avec RIPA Nord, un projet en Éthiopie, et nous allons entendre de l'hygiène menstruelle et nous allons parler de comment nous pouvons travailler tout à travers le Nexus HTTP. Donc, nous avons beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui, beaucoup d'expériences dans la réunion avec nous. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la boîte Q&A, questions et réponses pendant la présentation et les présentateurs vont pouvoir vous répondre directement tout au long de la réunion. Un grand merci encore une fois de vous avoir connecté. Je donne maintenant la parole à Johannes pour lancer la réunion. Merci beaucoup, Nicole, d'avoir organisé ce webinaire et de m'avoir invité. C'est une collaboration très intéressante puisqu'on a le groupe technique de l'IGN du cluster WASH et moi, je viens d'un autre groupe de travail, le groupe de travail sur les espèces et les marchés. Je fais partie de cette équipe depuis 2020, plus ou moins. Comme vous pouvez voir à l'écran, nous avons travaillé sur plusieurs ressources dans les années récentes. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de conseils qui sont disponibles pour les programmes basés sur les marchés, qui sont aussi disponibles dans plusieurs langues. Nous avons aussi organisé toute une série de webinaires appuyés par le projet ProWash et par Nicole. Et vous allez trouver les enregistrements de ces réunions et les présentations aussi dans les liens qu'on va partager avec vous. Mais pourquoi travailler à travers les marchés? Vous savez peut-être
quand on travaille avec ou à travers les marchés, avec les systèmes d'espèces et de bons d'achat, les bénéficiaires ont plus de choix, maintiennent plus de dignité. Nous parlons aussi souvent des opportunités pour améliorer l'efficacité de nos programmes à travers cette lentille. J'aimerais donc, dans les quelques minutes qu'on m'a accordées, vous parler de pourquoi nous faisons tout cela et pourquoi nous soutenons les approches des espèces et des bons d'achat dans le secteur WASH. Diapo. Ici, vous avez le cadre de causalité que nous avons développé comme base pour les revues des preuves pour les pratiques des programmes basés sur le marché dans le secteur WASH, y compris l'IGN, bien sûr. Je ne vais pas vous présenter tout le diagramme aujourd'hui, tout le cadre entier, mais vous voyez qu'il y a toujours une opportunité de travailler avec les marchés, avec le côté de l'offre, avec les vendeurs en gros, ou avec le côté de la demande et les bénéficiaires de l'autre côté. Nous avons plusieurs modalités qui vont d'un appui pour les marchés jusqu'à un travail sur l'environnement du marché, les réglementations, etc. Mais on peut aussi travailler plutôt du côté de la demande en distribuant les espèces ou les bons d'achat pour acheter des produits d'hygiène, par exemple. Mais aussi, on peut renforcer la demande avec le marketing social, le marketing de l'hygiène, le marketing pour le savon ou pour les produits d'entretien ou les produits d'hygiène féminin. Mais la chose la plus importante au sein de ce cadre, c'est que d'un point de vue du secteur WASH, quels sont les résultats que nous voulons voir? Et nous nous sommes rendus compte qu'un résultat de WASH tel que la réduction de la morbidité, de la mortalité par rapport au WASH, surtout dans un contexte de crise, ces résultats sont seulement possibles si la population ait accès aux produits, si les produits sont disponibles, s'ils sont de la bonne qualité, si la population est consciente savent comment les utiliser, où les trouver et où les utiliser de la bonne manière. Et voilà, c'est notre objectif ciblé. Mais la question se pose, est-ce que c'est possible seulement en distribuant les espèces ou les bons d'achat? Quand on travaille à travers les marchés, cela fait partie normalement d'une réponse plus large qui déploie plusieurs modalités à la fois. Un point très important ici, c'est que nous voulons aussi contribuer à la résilience. Nous voulons renforcer les systèmes déjà en place. Ici, vous voyez la revue des preuves que nous avons publiée. Nous avons un rapport sur l'IGN, entre autres rapports qui touchent aux autres secteurs. Et je vais partager le lien dans la boîte à discussion avec vous si vous voulez lire ces rapports. Avec cette étude, nous avons trouvé que dans le secteur d'IGN, les programmes basés sur le marché et les distributions des espèces sont déjà une bonne pratique praticable. Normalement, c'est le choix prioritaire. Et oui, il y a des effets positifs pour l'accès et la disponibilité des produits. Et cela peut travailler main dans la main avec d'autres initiatives telles que
la distribution des espèces sur les bons d'achat avec la sensibilisation, par exemple. Ici, vous avez un résumé des preuves émergentes. Avec nos études les plus rigoureuses, nous avons trouvé que voilà, les chiffres ne sont pas au niveau souhaité, mais au niveau des résultats, nous avons vu pour la plupart des effets positifs sur la disponibilité et la qualité des produits. Il est plus difficile, plus compliqué de trouver des preuves pour répondre à la question de est-ce qu'on a vraiment été sensibilisé? Est-ce qu'on utilise les produits de la bonne manière? Et quels sont les vrais effets qu'on peut documenter ou évaluer au niveau de la santé, par exemple? Quels sont les vrais impacts? Je reviens à ma première diapo, mais il est très important. J'espère que cela va vous inspirer, cela va vous donner de bons exemples de comment vous pouvez intégrer les programmes basés dans les marchés dans vos programmes de WASH préexistants. Et je vous conseille, je vous suggère les orientations qu'on a développées pour tout le cycle du programme. Il y a aussi des formations disponibles du cluster mondial du WASH qu'on va mettre en œuvre chaque année dans une région différente. Et on va aussi partager le lien pour cela avec vous. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite bonne continuation avec les autres intervenants et je suis prêt à répondre à vos questions éventuelles. Oui, merci beaucoup pour ce résumé. Nous l'apprécions beaucoup et vous pouvez mettre vos questions pour Johannes dans la fonctionnalité questions-réponses. Maintenant, nous allons passer à Alexandre et à Marc qui vont nous parler du programme du groupe de travail mondial de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur les espèces et les bons d'achat. Bonjour, je m'appelle Alexandre et je vais vous faire une présentation de la part des mouvements mondiaux du groupe de travail technique du WASH, du mouvement mondial de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Voilà, c'est un projet interne de la Croix-Rouge, mais toutes les informations sont disponibles sur notre site web. Vous pouvez les télécharger. Et l'objectif de ce groupe technique, c'est de partager les connaissances autour des sujets évoqués par Johannes dans le mouvement plus général de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'idée, c'est que l'aide en espèces ou en bons d'achat ou d'autres programmes basés sur le marché devient de plus en plus dominant, de plus en plus important dans des contextes humanitaires. Et bien sûr, le mouvement de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, nous avons trouvé que nous restons à la traîne. Voilà la raison pour laquelle nous avons établi un groupe de travail pour disséminer ces preuves, ces informations plus largement au sein de notre mouvement. Pour déterminer ce que nos partenaires font déjà, voilà, nous sommes déjà une grande famille avec beaucoup de membres, avec beaucoup d'individus impliqués. Et comme c'est souvent le cas dans les grandes organisations, la main gauche ne sait pas ce qu'elle fait la main droite. Donc, nous allons commencer avec la documentation de ce que nous faisons déjà au niveau des programmes basés sur le marché pour le WASH. Nous appuyons nos partenaires avec des conseils et des formations. Vous pouvez aussi suivre nos formations si vous voulez. Et nous facilitons un dialogue au niveau mondial, tout comme Johannes vient de nous expliquer. La structure est en pleine évolution. Cela dépend de qui est-ce qui a le temps de travailler avec le groupe de travail. C'est un travail de bénévole au-delà de nos responsabilités professionnelles. Donc, parfois, nous avons beaucoup de personnes qui assistent à nos réunions. Parfois, nous avons des moments où nous peinons à
rassembler un groupe de personnes. Aujourd'hui, nous avons trois flux de travail qui visent chacun un domaine de connaissances. Le tout premier, c'est le partage des connaissances. Nous collectons les exemples, les preuves du mouvement à travers le mouvement de la Croix-Rouge et puis nous allons disséminer ces informations au sein du mouvement. Le deuxième flux d'informations vise les principes directrices, les directives et les programmes de sensibilisation pour le WASH. Nous avons développé tout un ensemble de formations et nous utilisons les supports dont Johannes a parlé dans nos formations aussi. Et puis, le troisième flux du travail vise la mise en œuvre et les partenariats et aussi la communication. Comme j'ai dit, nos membres viennent de tout le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il y a des sociétés internationales. Pour le moment, nous n'avons pas de représentation de l'organisme international, mais ça peut toujours changer. Nous essayons de maintenir une bonne couverture géographique, mais ce n'est pas toujours chose facile. Et nous incluons non seulement le secteur du WASH, mais aussi nos collègues qui travaillent dans le domaine des systèmes de distribution des espèces et des bons d'achat. Donc, c'est un mélange d'intérêts différents. Nous avons tous et chacun notre spécialisation. Et comme j'ai dit, nous avons un site web où nous affichons tous nos documents. Le lien est ici en bas de la diapo et aussi dans la boîte à discussion, je vois. Diapo. Sur notre site web, vous allez trouver beaucoup d'informations que Johannes a déjà présentées. Nous avons des liens directs vers les informations que Johannes a partagées, mais j'aimerais aussi vous parler de quelques outils que nous avons développés nous-mêmes qu'on peut utiliser pour les programmes basés sur le marché. Un des outils très courants, c'est l'outil RAM, l'outil d'évaluation rapide des marchés. Et c'est un manuel pratique sur comment on peut faire les évaluations de marché dans les contextes de crise. Et puis, nous avons le guide pour l'analyse des marchés. C'est un outil un peu plus compliqué, un peu moins rapide qu'on peut utiliser dans les situations qui sont plus stables, où on va être présent un peu plus sur le long terme. Et puis, nous avons aussi le manuel MHM sur la gestion de l'hygiène menstruelle qui a des informations sur des programmes d'aide en espèces ou en bon d'achat pour le MHM, la gestion d'hygiène menstruelle. Voilà, je vais m'arrêter là et dans quelques instants, un de collègues va me parler. Nous avons trouvé que pour mieux motiver la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, le meilleur point de départ, c'est une évaluation de marché, surtout si on peut le faire avant une crise. Si on peut faire une évaluation avant crise, c'est la meilleure approche et c'est ce qu'on a fait au Népal. On a déjà fait plusieurs évaluations et mon collègue Amar va vous parler du cas spécifique du Népal. Donc, Lorraine, est-ce que vous pouvez lancer la vidéo? Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Amar Manipudel. Je suis le directeur adjoint de la Croix-Rouge du Népal. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le processus et les résultats des évaluations de marché avant crise que nous avons menées avec l'appui de l'Association internationale. Nous avons mené 2 évaluations de marché préalables dans le contexte du WASH
anticipant, surtout dans le contexte des glissements de terre. Nous avons identifié deux scénarios. Dans le cas des glissements de terre, typiquement, on a eu des glissements de terre saisonniers en 2020 et une crise extrême en 2021 avec un autre glissement de terre. Dans ces scénarios, nous avons décidé de mener des discussions, des interviews avec des partenaires clés pour collecter les données, les informations des communautés sur le terrain pour mieux caractériser le marché. Nous avons pris ces données du terrain pour regrouper certaines régions. Chaque groupe est responsable pour la collecte des données dans au moins deux marchés critiques. Il y a ces marchés régionaux qui impliquent les consommateurs et les fabricants. Dans chaque groupe, il y a 4 personnes qui peuvent être les responsables d'équipes, des bénévoles ou autres qui participent. Voilà les produits qui sont critiques dans un scénario de crise. Nous avons choisi 7 produits par rapport à l'eau et l'hygiène et aussi des services techniques qui visent l'utilisation de ces produits. Donc, c'est un marché critique. Ces systèmes de marché critiques sont le savon pour la linge et aussi d'autres produits par rapport aux toilettes, etc. Nous avons organisé toutes ces données à un niveau centralisé où tous nos membres ont accès à ces données. Chaque équipe a mené un atelier au niveau de chaque district et a collectionné des données sur les marchés locaux. On a organisé des discussions avec les personnes impactées et on a visité les zones impactées aussi. Après la phase de la collection des données, toutes les 4 équipes se sont rassemblées pour rédiger un rapport sur les processus à suivre et à mettre en œuvre. Toutes les 4 équipes ont pris les données et les informations et on en parlait pendant une conférence de 2 jours. Ici, vous avez des photos des activités de cette réunion. Maintenant, j'aimerais parler les résultats principaux avec vous. Un des résultats principaux, pendant la période d'évaluation, nous avons trouvé que les fabricants et les grossistes étaient touchés simplement. Et les secteurs du marché les plus touchés, dans le cas du glissement de terre et de l'inondation, il y avait un endommagement des routes. Et nous devons penser de nos services comme les services obligatoires quand il y a des glissements de terre dans les montagnes. Grâce à ces données, nous avons trouvé que certains fabricants du savon pour la linge et des produits menstruels, ce sont des fabricants locaux, mais pendant les périodes de crise, la chaîne d'approvisionnement n'est pas très impactée. Si nous étudions les flux du grossiste jusqu'au vendeur en détail, la chaîne est très diverse dans notre cas. Mais si nous essayons de creuser dans les informations sur les fabricants, la plupart des fabricants, dans notre cas, se trouvent dans le sud du pays ou à travers la frontière en Inde. Et les prix peuvent évoluer, mais ces évolutions ont resté entre 5 et 10%, même pendant les périodes de crise. Mais quand les routes sont bloquées, les prix peuvent augmenter de 15%.
les produits de chlore étaient disponibles de seulement quelques grossistes et quelques communautés. Ce ne sont pas des produits facilement disponibles. Pourquoi? Parce qu'il faut dépendre d'une chaîne d'approvisionnement transfrontalière. Dans notre évaluation, nous avons trouvé que les sachets de chlore peuvent se trouver sur certaines routes touristiques. La plupart des produits que nous avons trouvés portent des marques népalaises et quelques marques indiennes. Les ONG internationales interviennent dans les zones sinistrées, mais n'ont pas assez de stock des produits de wash. Nous avons aussi parlé de l'importance ou la préférence de la communauté pour l'apport en espèces, mais quand la transportation, la circulation est impactée, une modalité mixte a été préférée. Dernier point, il faut renforcer les capacités des ressources humaines, des services d'urgence au Népal. Nous avons mesuré des perceptions avec des entretiens et nous avons trouvé que quand la politique et le système sont clairs, cela facilite le travail des programmes. On peut aussi travailler sur le renforcement des capacités des bénévoles. Merci beaucoup pour votre gentille attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Nous avons aussi Amar avec nous sur le téléphone. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la boîte Q&A et dans la boîte de discussion. Présentateur, je vous demande de répondre par voie écrite à ces questions, mais nous allons passer au prochain présentateur. Je vous présente Daigo Ishiyama qui va nous parler du point de vue du secteur privé. Nous venons d'entendre de plusieurs metteurs en œuvre, donc nous passons maintenant à l'engagement du secteur privé. Daigo est le responsable de l'innovation chez Sato. Daigo, est-ce que vous voulez partager votre présentation? Parfait. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je m'appelle Daigo Ishiyama, je suis le responsable d'innovation chez Sato. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter rapidement notre organisation Sato, ce que nous faisons, ce que nous avons fait dans le passé et ce que nous faisons pour développer le robinet Sato. Au début de la pandémie de la COVID-19, c'est un exemple du travail que nous faisons dans le contexte humanitaire. Sato, c'est une marque et notre objectif, c'est d'autonomiser tout le monde pour qu'on puisse s'épanouir avec des solutions de sanitation novatrices. En tant que société, nous voulons améliorer les vies de 100 millions de personnes avant 2025. Donc, j'ai plusieurs diapos à partager avec vous, mais on m'a dit qu'on va partager les présentations avec vous, donc ce n'est pas important de lire tout le texte maintenant. Lexel, peut-être vous connaissez déjà cette marque aux côtés des autres marques mondiales, mais Sato répond aux besoins de base d'hygiène et d'assainissement. Et nous fournissons des solutions pour les communautés. Ici, vous avez un résumé rapide de notre histoire, notre parcours comme entreprise. Nous avons commencé en 2012 avec l'appui de la Fondation Bill et Melinda Gates. Et nous avons commencé les ventes, nos premières ventes au Bangladesh en 2013. L'autre chose que j'aimerais noter, c'est que nous avons lancé un partenariat avec UNICEF en 2018, le partenariat Make a Splash. Et en 2020, nous avons développé notre premier point d'eau pour le lavage des mains qu'on appelle le robinet Sato, que je vais vous présenter aujourd'hui. Diapo? Aujourd'hui, ou plutôt en avril 2003, voilà les chiffres, jusqu'en avril 2023, nous avons acheminé des produits vers 45 pays et nous avons
atteint 45 millions de personnes. Nous avons amélioré accès à l'assainissement et à l'hygiène. Donc, voilà ce que nous avons fait par le passé. Mais en 2020, bien sûr, nous le savons tous, il y avait la pandémie de la COVID-19 qui a frappé, qui a sévi. Et d'après les recommandations du CDC pour lutter contre la propagation de la maladie, voilà, on a recommandé le port du masque, la distanciation sociale et le lavage des mains fréquent. Nous avons fait beaucoup de recherches et voilà, se laver les mains, c'est une des approches les plus efficaces et le moins coûteuses pour éviter la propagation des maladies. Mais beaucoup de foyers n'avaient pas accès aux points d'eau ou d'autres facilités pour se laver les mains. Et ça, c'était un meilleur accès. Nous avons trouvé améliorer aussi le taux de lavage des mains. Donc, en fin de compte, nous avons développé ce produit, le robinet Sato. C'est le point d'eau en bleu que vous voyez ici. On peut mettre une bouteille PET ou une bouteille en plastique qu'on trouve déjà au sein de ces communautés, des bouteilles déjà utilisées. On va utiliser comme cela comme réservoir et le robinet distribue assez d'eau pour se laver les mains. Quels sont les avantages principaux? Les utilisateurs peuvent se laver les mains avec seulement 100 millilitres d'eau. C'est une solution abordable et facile à utiliser, à installer. Et l'empreinte du produit est très petite, donc on peut le mettre presque n'importe où. Cela améliore l'accès. Il n'y a pas de, oui, il y a très peu de pièces mouvantes, bougeantes. Donc, le produit perdure pendant longtemps. Et comme j'ai dit, on peut utiliser les bouteilles en plastique qu'on trouve dans les déchets et cela aide aussi à réduire les déchets en plastique, hein. Donc, quel était le calendrier que nous avons suivi dans le développement et la production du robinet Sato entre 2020 et 2021 pendant les périodes de confinement? En mars 2020, aux États-Unis, au moins, c'était le moment où la COVID se propageait. Il y avait beaucoup de confinements déclarés. Et moi-même, j'ai attrapé la COVID en mars 2020. Donc, j'étais vraiment malade, hein. Mais une fois que je me sentais mieux, j'ai commencé encore une fois ma recherche avec l'équipe de Sato, avec beaucoup d'appui ou beaucoup de demandes de nos partenaires et beaucoup d'informations de notre partenaire UNICEF, par exemple, sur ce que les solutions pour le lavage des mains peuvent être ou devraient être. Donc, c'était très utile, hein, d'avoir ces informations, ces apports de nos partenaires. Donc, comme j'ai dit, nous avons commencé en mars et j'ai commencé avec le développement du produit. Et pendant la PAC, j'ai créé mon premier prototype pendant la PAC. Et j'ai passé par 5 concepts dans 5 semaines, 6 semaines. Et puis, le 23 mai, j'ai finalisé la conception. En juin, nous avons protégé notre propriété intellectuelle et puis nous avons publié une communiqué de presse sur le produit. Et en même temps, nous créions des moules et à la fin de juillet, j'ai reçu les premiers échantillons du fabricant des moules et j'ai commencé à tester ces échantillons en octobre. Une fois que les échantillons étaient testés et approuvés, nous avons commencé à les distribuer vers nos partenaires, vers nos coéquipiers. Nous les avons envoyés à la nation des Navajo, la nation d'Iné qui avait besoin des systèmes pour se laver les mains. Et nous avons commencé tout cela en août 2020. Et puis, en septembre, nous avons commencé notre travail sur le cadre pour une recherche de terrain poussée en Afrique et en Asie avec l'UNICEF, surtout en Afrique de l'Est et en Asie du Sud. Mais c'était à ce moment-là où notre partenariat avec l'UNICEF a montré son importance et nous a beaucoup aidé à mener ces recherches. En même temps, il fallait comprendre
la taille des bouteilles au niveau mondial. Donc, nous avons lancé une grande enquête de la morphologie des bouteilles en plastique au niveau mondial et quelles étaient les formes les plus courantes qu'on pouvait utiliser avec le robinet Sato. Nous avons eu les premiers résultats de cette enquête en janvier 2021. Et si cela vous intéresse, vous pouvez scanner le code QR et vous aurez accès à ces rapports de l'Afrique de l'Est et de l'Asie du Sud. Un des résultats de ces rapports, c'était une évolution du taux de débit du robinet. Après les rapports, nous avons modifié le design pour faire couler un peu, pour augmenter le débit, pour qu'on puisse se laver les mains en moins de temps. Donc voilà le calendrier de ce projet. Dans seulement un an, nous avons passé du concept et de la recherche à la génération du concept, au développement du produit, à un produit finalisé. Diapo? Et voilà, ça c'est une réponse à la pandémie, à la crise de la pandémie, mais nous avons continué à développer toute une portefeuille du produit. Nous venons récemment de lancer une dalle et quelque chose pour protéger les fosses pour les latrines. Et ces produits vont être introduits bientôt sur le marché. Pour le moment, nous sommes toujours en train de les développer. Aujourd'hui, je suis au Kenya. J'étais à Kakuma, un camp de réfugiés, plus tôt cette semaine. Et c'est un exemple du travail que nous faisons dans des camps de réfugiés. Avec l'association Peace Winds, nous avons développé, nous avons travaillé avec les entrepreneurs qui vendent des produits Sato dans les petits échoppes d'assainissement pour aider les membres de la communauté à mieux se laver les mains et à établir un meilleur niveau d'assainissement. Donc, si cela vous intéresse, encore une fois, vous pouvez scanner le code QR pour lire toute l'histoire. Voilà, vous pouvez toujours nous contacter. Nous cherchons toujours de nouveaux partenaires et nous sommes toujours prêts à parler avec vous de ce que nous pouvons faire et de comment nous pouvons collaborer. Donc, s'il vous plaît, contactez-nous si vous avez des questions ou des intérêts à nos produits. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daigo. J'apprécie beaucoup vos contributions et j'encourage tout le monde à poser vos questions dans la boîte à discussion ou dans la boîte questions-réponses. Maintenant, nous allons passer à la prochaine présentation. À vous la parole, Timothy de Catholic Relief Services au Nigeria. À vous la parole, Timothy. Bonjour, bonsoir, en fonction de là où vous vous trouvez aujourd'hui. J'aimerais vous présenter le travail que nous avons fait dans le nord-est du pays avec Catholic Relief Services au niveau des communautés au cours des 10 dernières années. Il y a beaucoup de conflits dans le nord-est. Il y a le Boko Haram et ce conflit a déplacé beaucoup de familles. Et ces familles ont perdu les moyens de subsistance. Certains ont même perdu la vie. Et toute la région a été dévastée par cette crise. Il y avait d'autres partenaires qui étaient disponibles, mais le CRS est venu en 2016 pour appuyer une réponse de crise dans le nord-est avec les financements du BHA, entre autres, et nous fournissions une assistance alimentaire et aussi les assistances pour les moyens de subsistance, le WASH et d'autres facteurs aussi. Bien sûr, nous avons travaillé avec le secteur du WASH dans le nord-est du Nigeria pour renforcer les capacités, surtout des partenaires locaux et des partenaires nationaux. Nous avons revu les documents pour mieux appuyer notre travail. Nous avons travaillé avec le secteur privé pour promouvoir l'hygiène dans la région nord-est du Nigeria.
Johannes a jeté les bases pour les processus qu'on peut déployer pour les programmes de bons d'achat électronique. Donc, je ne vais pas me répéter, étant donné le temps limité. Donc, je vais vous parler directement de notre plateforme, comment nous l'avons développée, comment nous l'utilisons pour appuyer les programmes basés sur le marché et les programmes de bons d'achat. Après l'évaluation du marché dont Johannes a parlé, nous étudions les vendeurs et nous faisons une formation de préqualification. Nous fournissons des dispositifs mobiles qui se connectent avec une plateforme. Nous faisons aussi une évaluation de marché pour déterminer quelle est la typologie des marchés où nous sommes présents et comment est-ce que nous pouvons répondre au mieux aux besoins des bénéficiaires. Et tout cela est vérifié avec la disponibilité des produits sur le marché. Ensuite, nous enregistrons les bénéficiaires à base de certains critères de sélection, y compris par les participants, les personnes locales. On utilise les données telles que le score de la faim, et les foyers dirigés par les enfants pour enregistrer nos bénéficiaires, parce que nous savons que trop souvent, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de tous ces produits dans cette zone. Après la sélection et la formation, les bénéficiaires sont regroupés par communauté. Et puisque les shops, le petit marché est dans le coin, ils vont aller recevoir des produits en fonction des besoins chez eux. Ils ne vont pas recevoir juste ce qui est disponible. Non, on évalue les besoins de ces bénéficiaires. Nous étudions ce qui est disponible sur le marché et en fonction de cette disponibilité, en fonction des besoins, nous gérons les distributions. Et comme vous pouvez voir, nous distribuons des cartes, comme vous voyez en bas, et les bénéficiaires utilisent cette carte qui peut suivre, qui peut représenter plus de 20 portefeuilles, mais toutes ces portefeuilles, toutes ces informations sont cachées dans la plateforme. Et nous utilisons aussi la biométrie pour vérifier les bénéficiaires. Donc, ce n'est pas possible d'utiliser la carte de quelqu'un d'autre. Ils ont aussi la possibilité de négocier les prix. Donc, ils reçoivent les produits nécessaires à un bon prix. Jusqu'en 2020, nous avons fourni des produits à plus de 15 000 foyers. Cela veut dire à peu près 90 000 individus. Et ça, c'est dans l'année et demie passée seulement. Mais comment est-ce que nous engageons le secteur privé? Comme j'ai dit, les vendeurs, les propriétaires des échoppes ne sont pas des bénéficiaires directs, mais pour nous assurer que ces vendeurs peuvent continuer à vendre, au Nigeria, nous avons une commission des affaires des entreprises et les entreprises doivent s'enregistrer auprès de ce comité et aussi l'enregistrement avec d'autres organismes. Et souvent, les gens n'ont pas de compte bancaire. Donc, le CRS a aidé les vendeurs à établir des comptes
bancaire pour mieux gérer les shops. Bien sûr, nous donnons aussi aux vendeurs des opportunités d'apprentissage sur Internet. Il y a une plateforme et nous les formons dans l'utilisation de cette plateforme. On crée aussi des emplois pour les jeunes parce que les vendeurs ont besoin de l'aide avec tout ce travail. Donc, les jeunes sont souvent engagés dans ce travail et cela contribue aussi aux moyens de subsistance des jeunes. Les vendeurs peuvent ensuite aussi développer leur entreprise et augmenter leur chiffre d'affaires. Certains ont même pu ouvrir une deuxième, une troisième échoppe dans les communautés où nous intervenons. Et l'engagement avec la plateforme électronique réduit le risque pour les vendeurs d'avoir trop d'argent en espèces, ce qui crée un risque. Quand on utilise la plateforme électronique, il y a un transfert direct sur un compte bancaire. Donc, on n'est pas obligé de gérer, de garder beaucoup d'argent en espèces. Et ça crée un risque, mais on a pu éliminer ce risque avec la plateforme électronique. Quelles sont les leçons que nous avons apprises avec notre système de bon d'achat électronique? Cela crée des choix pour les bénéficiaires. Par le passé, on achète des produits et ensuite on les donne directement aux bénéficiaires sans prendre en compte leurs besoins. Mais notre méthode permet le choix des produits d'hygiène par les bénéficiaires dans des échoppes où ils vont sélectionner les produits nécessaires. Cela évite aussi la revente des produits dont on n'a pas besoin et le risque est transfert vers les vendeurs puisque les bénéficiaires n'ont plus besoin de se déplacer avec des espèces. Et les cartes sont chargées avec de l'argent à certains jours seulement. Et avec ce programme, nous avons étudié comment nous pouvons travailler avec le secteur du wash, le secteur de la protection et bien sûr le secteur des moyens de subsistance pour trouver un moyen pour mélanger tout cela. Avec un de nos projets, nous avons créé des espaces sûrs où on organise des formations pour des artisans qui sont formés dans la fourniture des services pour les communautés tels que les réparations. On les a formés aussi sur la production locale des pièces détachées. Et les leaders de ces espaces sûrs ouvrent un compte bancaire au nom de l'espace sûr et l'espace sûr est enregistré comme vendeur et cela garantit la durabilité. Et les produits, les pièces détachées produits dans cet espace sûr, au lieu d'aller au marché pour acheter ces produits, on peut aller dans un espace sûr et utiliser la carte et les pièces détachées qui sont produites et vendues. Vous pouvez voir, il y a une collaboration entre les moyens de subsistance et l'hygiène et les autres secteurs. Donc voilà ce que nous faisons aujourd'hui. C'est une approche très intéressante. Nous en avons déjà vu les résultats. Et ces espaces sûrs sont organisés en dehors d'autres activités financées par
les recettes de ces espaces sûrs. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Je voulais juste partager l'expérience du CRS dans le nord-est du Nigeria. Merci beaucoup. Merci à vous, Timothy. Et si vous avez des questions pour Timothy, vous pouvez les mettre dans la boîte questions-réponses. Je vais maintenant présenter les derniers présentateurs pour aujourd'hui qui se connectent du RIPA North, un projet de résilience dans les zones pastoralistes, solution basée sur le marché pour un accès durable aux produits d'hygiène et d'assainissement. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Je suis la conseillère senior pour le développement des marchés et pour les opportunités du marché du programme RIPA North. J'ai ici avec moi mon collègue Zemen et nous allons partager notre travail avec vous. Je vais commencer et puis mon collègue Zemen va continuer. Si vous voulez savoir davantage sur ce que nous faisons avec RIPA North en Éthiopie, nous avons mis le lien pour notre site web dans la boîte à discussion où nous allons le faire. Et en suivant ce lien, vous pouvez apprendre davantage sur notre travail. Je ne vais pas gaspiller mon temps en vous donnant tout ce contexte. Je vais commencer directement avec la présentation. Pour vous donner un peu de contexte, nous mettons ce programme dans la région des terres basses du pays. Et il y a beaucoup de foyers qui n'arrivent pas à répondre aux besoins du foyer. Au niveau des produits alimentaires et non alimentaires, il y a aussi des problèmes d'infrastructure. La plupart de nos sites sont d'un accès limité ou ont un accès limité à certaines infrastructures telles que les routes, les écoles, les magasins, etc. Il y a aussi une présence très limitée, une absence de fournisseurs de serviettes hygiéniques non réutilisables. Il est très difficile donc pour les femmes et les filles d'avoir accès à ces produits, puisque ce sont des zones très reculées. Il y a aussi un problème d'abordabilité, les produits coûtent trop cher et il est difficile pour ces femmes et ces filles d'avoir accès à ces produits à cause du prix. Les femmes et les filles sont obligées de s'absentir de l'école pendant la période menstruelle. Et c'est un problème environnemental et un problème psychologique pour les filles qui subissent une honte de la part de la communauté et même les acteurs humanitaires qui interviennent dans ce domaine ont du mal à avoir accès à toute la zone. Pour répondre à ces problèmes, nous avons mis en œuvre les activités suivantes. Nous avons commencé avec une évaluation et nous avons déterminé que nos populations ciblées, les femmes et les filles, faisaient face à des problèmes d'abordabilité, de coûts. Et ces produits, on pouvait les avoir seulement dans les marchés centraux. Ensuite, nous avons analysé notre réponse, des réponses possibles. Nous avons travaillé avec des parties prenantes gouvernementales et nous avons sélectionné des marchés avec les producteurs locaux. Et nous avons identifié des acteurs du secteur privé qui étaient des partenaires potentiels. Et nous avons conçu la mise en œuvre avec les producteurs, les fournisseurs pour établir une bonne modèle d'affaires. Et Merci Corps a financé à cette étape-là l'établissement des liens entre les acteurs du marché
pour améliorer la chaîne d'approvisionnement, surtout pour le dernier kilomètre. Et puis, nous avons passé à la mise en œuvre et au suivi. Nous avons vérifié la qualité et nous avons collectionné les données de soutien. Comme j'ai déjà dit, nous avons identifié des acteurs de marché impliqués dans ce processus. Donc, au-delà de ce que je vous ai déjà dit, nous avons aussi des institutions financières pour garantir la durabilité financière, les pharmacies comme acheteurs potentiels et les organisations humanitaires comme source d'appui et aussi les utilisateurs finaux dont nous avons renforcé les capacités. Du côté de l'offre, Mercy Corps a formé 14 producteurs locaux, 7 hommes et 7 femmes de la région. Nous les avons identifiés et nous les avons formés pendant 10 jours. 5 de ces personnes étaient des producteurs locaux qui ont démarré la production. Nous avons aussi établi des liens du marché avec des fournisseurs des matières premières à Addis Abeba. Et nous avons travaillé avec des agents du dernier kilomètre. Du côté de la demande, nous avons démontré l'utilisation, le nettoyage et comment jeter les produits. Nous avons remboursé le coût de 3500 kits et pour l'environnement du marché, nous avons créé un modèle que les autres acteurs humanitaires peuvent suivre. Merci beaucoup. Merci. Comme mon collègue l'a déjà dit, cette intervention a déjà été mise en exergue. Donc, j'aimerais vous parler des résultats et des défis. Un des résultats clés, on vous a déjà parlé, mais je suis là pour vous parler des documents qui sont disponibles. Nous avons formé des producteurs locaux et les ont mis en contact avec des agents du dernier kilomètre pour augmenter l'accessibilité dans les zones rurales, surtout dans les zones très difficiles d'accès. Après cette formation et les connexions avec des agents du dernier kilomètre, les producteurs locaux ont démarré la production des serviettes hygiéniques avec l'appui de Mercy Corps. Nous avons essayé de vérifier la qualité avec tous les producteurs locaux pour nous assurer que les produits ont les qualités nécessaires pour les femmes et les adolescentes. Nous avons fourni des serviettes hygiéniques réutilisables pendant 2 mois pour des femmes et des filles, pour plus de 6000 participants qui ont reçu ce soutien direct. Il y a d'autres indices de la réussite de ce modèle. Nos partenaires gouvernementaux et partenaires de mise en œuvre ont encouragé des autres à adopter ce modèle dans d'autres zones d'intervention. Et avec les partenaires de mise en œuvre et le gouvernement, nous avons généré plus d'1,7 milliard en devises locales. C'est un résultat très prometteur. Au-delà de la production et de la distribution de ces produits, ces producteurs locaux
ont été formés par Mercy Corps comme point focal pour d'autres producteurs locaux avec l'appui de l'UNICEF et des acteurs gouvernementaux. Mais quels étaient les défis auxquels nous avons été confrontés? Tout d'abord, l'accès aux matières premières. Nous avons un nombre de fournisseurs limité des matières premières. Ça, c'est un grand défi. Aussi, la capacité financière des producteurs locaux a été très limitée. Il est donc difficile de passer à l'échelle supérieure. Et aussi, il était difficile de trouver des agents fiables du dernier kilomètre. Les producteurs sont parfois loin des communautés et ça, c'est très important pour la question d'accès. Il y a un manque de confiance des fournisseurs locaux en matière de rentabilité. Nous avons formé 14 producteurs locaux, mais seulement la moitié ont fait une demande auprès du Mercy Corps pour un prêt d'amorcement, un financement d'amorcement. Aussi, le pouvoir d'achat des ménages pauvres, c'est un autre grand défi. Mais quelle est la voie à suivre à partir d'ici? Nous voulons améliorer l'accès au financement pour les producteurs locaux pour qu'ils puissent se connecter avec les institutions financières et développer leur entreprise, augmenter le taux de production. Nous voulons aussi renforcer les liens avec le marché entre les producteurs et les agents du dernier kilomètre. Il faut y prêter attention. Et il faut travailler sur le développement du marché et, pour renforcer la confiance de ces acteurs. Les fournisseurs dans la capitale ne sont pas proches du producteur locaux, donc l'accès au marché plus grand est difficile pour les producteurs locaux. Donc, il faut trouver des fournisseurs à ce niveau et au niveau régional. Cela va contribuer à la réduction des prix et rendre les producteurs locaux plus compétitifs. Il est aussi important de travailler avec les médias locaux et avec les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour notre présentation et nous sommes prêts à répondre à vos questions éventuelles. Merci beaucoup. Merci. J'apprécie beaucoup vos présentations. Je vois que nous avons des questions dans la boîte questions-réponses. On va répondre à vos questions par voie écrite, mais pour le moment, on va conclure la séance. Je vais lancer un petit sondage à la fin de ce webinaire. Nous aimerions avoir vos commentaires, vos retours sur le webinaire d'aujourd'hui. Je tiens aussi à vous remercier. Je sais que nous avons dépassé l'heure par quelques minutes, donc merci à tous nos présentateurs de s'être connectés aujourd'hui, d'avoir partagé votre expertise. Nous allons partager toutes les présentations après le webinaire et aussi d'autres ressources dont nos présentateurs ont parlé. Tout pour vous dire que ce webinaire, on l'organise une fois tous les quelques mois. Donc, s'il vous plaît, veillez dans votre boîte mail pour le prochain webinaire. Nous recherchons toujours des présentateurs et des idées pour que nous puissions renforcer ce que nous faisons au sein du secteur du WASH. Un grand merci encore une fois. Merci à nos présentateurs. Merci aux 70 participants qui se sont connectés au webinaire aujourd'hui. Bonne continuation, bonne fin de semaine.
Bonne fin de semaine.